Salut à vous la famille, bienvenue dans la table de l'insertion. C'est le podcast où on échange sur les différents moyens d'arriver à nos fins, d'arriver à se sentir aligné professionnellement bien sûr, mais aussi évoquer les aspects de la vie personnelle qui prennent parfois beaucoup de place dans une vie pleine d'ambition. Vous allez découvrir au fil des semaines différents acteurs, différentes personnalités dans des domaines d'activité diamétralement opposés, parce que oui, j'ai à cœur de vous présenter des personnes inspirantes et inspirées, avec pour objectif de décortiquer leur façon de penser et comprendre comment ils se sont insérés et s'insèrent encore aujourd'hui. Aujourd'hui, justement, j'ai un invité spécial pour ce premier épisode, comme vous le savez, à savoir Loïc Montlouis. Loïc, bonjour. Bonjour Arthur. Loïc, tu as 31 ans, tu es un jeune entrepreneur, jeune père et tu es devenu malgré toi coach en finance avec une expérience qui s'est faite à la vitesse de l'éclair dans la gestion de patrimoine. Aujourd'hui, tu es là pour nous évoquer tes projets, mais tu connais déjà le concept du podcast. Ce qui nous intéresse le plus n'est pas le résultat qu'on va rapidement découvrir, mais le processus, le chemin. Tes joies, tes galères, bien évidemment tes succès, mais surtout la suite que tu comptes donner dans tous ces projets. Parce que c'est pour ça aussi qu'on est là, c'est que tu te livres et en même temps, on essaie de savoir un petit peu qu'est-ce que tu comptes faire juste après. Loïc, comment tu vas ? Écoute, je vais très bien. Super content d'être le premier invité pour ton podcast. Ouais. J'espère pouvoir honorer tout ça au mieux. Bah merci à toi d'avoir dit oui aussi, parce que le premier épisode, c'est pas rien. C'est quelque chose de spécial pour moi aussi, parce qu'on se connaît depuis pas mal de temps. Hein. Tu es un proche, mais ça, on le découvrira petit à petit. Peux-tu me raconter un petit peu ton parcours avant d'en arriver à aujourd'hui 2023 ? Ok, bon ben parcours normal. Je suis allé jusqu'au BTS, commerce international, que je n'ai pas eu. Voilà, je suis la seule personne de ma classe à ne pas avoir eu le BTS. J'aime bien préciser ça parce que je dis souvent que ma réussite d'aujourd'hui se résume à la somme de mes échecs. Et du coup, ne pas avoir eu le BTS fait partie de ces choses qui ont été difficiles sur le coup. Mais aujourd'hui, avec du recul, je me rends compte que c'était une chance plutôt qu'autre chose. Donc voilà. Une fois, donc... Ouais. Désolé de te couper, Loïc, mais c'est important ce que tu dis. Tu as eu cet échec-là. Je voulais te laisser te présenter, hein, mais c'est vrai que là, tu as tout de suite mis les pieds dans le plat et tu as tout de suite parlé d'un échec cuisant parce qu'il y a aussi peut-être la honte qu'on peut ressentir. Hein. T'imagines le seul. Et le seul de la classe. Plus d'une trentaine de personnes, tu es le seul à ne pas avoir eu l'examen. Et tu avais quel âge ? J'avais 19-20 ans. Ah ouais, quand même. Parce ouais, que BTS, tu vois, post-bac. On le voit avec un petit sourire. Tu nous dis ça voilà, d'une manière très décontractée parce que je pense que la suite va te donner raison aussi. Mais comment tu t'es senti sur le coup ? Ça a été vraiment spécial parce que c'est bête, hein, mais tu as toutes les personnes de ta classe qui vont fêter ça et tu reçois pas de message. Mais les personnes, c'est pas qu'elles veulent te boycotter, c'est qu'elles veulent pas te mettre mal à l'aise. Mais tu vois très bien qu'il y a une vie qui continue sans toi, en fait. Tu vois, tout le monde célèbre son examen. T'as la plupart des personnes qui, derrière, vont aller en école de commerce, tu vois, qui continuent le chemin. Et moi, de mon côté, tout s'arrête d'un coup. Surtout que c'était une période vraiment très particulière parce que je crois que la même semaine, tu as ma copine de l'époque qui me plaque. Ah ouais, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Et dans la foulée, moi qui, à un moment donné, j'étais vraiment au plus bas. Surtout que, voilà, tu sais, tout ça, ça dure le temps d'un été. En vrai, tu es en juin, tu passes ton examen, tu te dis que si tu l'as, tu vas peut-être pouvoir continuer à aller en école de commerce, etc. Et finalement, à la rentrée de septembre, tu te retrouves en centre aéré à faire animateur, tu vois, avec des gamins. Donc, non, là, ça a été une vraie descente. Mais en même temps, énormément de choses que j'ai pu apprendre parce que travailler avec des enfants, c'est aussi un beau cadeau. Ça te permet de comprendre plein de choses sur la vie. Voilà, ça m'a permis de respirer, de me retrouver aussi seul face à moi-même sans aucune obligation. Parce que mine de rien, pendant tout le parcours scolaire, on est rempli d'obligations, tu vois. Il faut avoir le bac, il faut avoir le TS, il faut avoir un bon emploi, il faut avoir... Voilà. Là, à un moment donné, tu vois, ça m'a permis aussi de me retrouver dans un endroit où on n'attendait plus rien de moi et où moi aussi, je me mettais plus aucune pression. Donc voilà, je dirais qu'il y a eu aussi des côtés positifs, mais c'est vrai que sur le coup, c'était pas facile. Ouais, et surtout que, comme tu l'as dit, tu t'es arrêté au BTS, mais en 2023, t'as pas de master, c'est compliqué. Et quand je dis c'est compliqué dans le salariat, si tu veux grandir, si tu veux évoluer rapidement. Et c'est surtout ça, hein, c'est sur ça que j'insiste.
Bien évidemment, ne pas avoir le bac n'est pas une fin en soi parce que les plus grands profils de ce monde ont certainement ce point commun-là. Donc, par la suite, voilà, on est en quelle année là à ce moment-là? On est en 2012-2013. 2012-2013, ouais, tu as 19-20 ans. Qu'est-ce qui s'est passé quand tu t'es retrouvé face à toi-même et du coup, tu as accusé le coup hein, dès le mois de septembre, tu te sens un peu... Est-ce que tu as pensé une fois à reprendre et refaire l'année que tu avais ratée ou tout de suite tu Non, as non. fait un rejet? Non, parce qu'en vrai, si j'ai pas eu le BTS, c'était pas par hasard. Hein. J'étais pas l'élève modèle qui a transpiré et qui a passé ses nuits et son année dans les bouquins. Ma deuxième année, je l'ai clairement pas pris au sérieux Hmm. pour énormément de raisons. Déjà, il faut savoir que j'ai fait ce BTS commerce international parce que j'avais toujours eu ce désir de pouvoir voyager un peu partout. Hmm. Et l'idée de pouvoir faire un stage à l'étranger, c'est vraiment ce qui m'a donné envie d'intégrer ce BTS. Et tout comme la plupart des personnes qui ont intégré ce BTS avec moi, sauf qu'on ne savait pas réellement ce qu'on allait faire sur ce BTS. Et tu as énormément de personnes. Franchement, je pense que tu as 95% des personnes qui ne savaient pas concrètement ce qu'on allait faire. Or, BTS international, c'est un nom peut-être sexy, mais concrètement, tu fais quoi? Tu t'occupes. Enfin, c'est prédestiné à des personnes qui veulent devenir transitaires. Donc, tu t'occupes de l'import, de l'export, des marchandises. Tu dois réviser des incoterms. Enfin, Et le fameux cliché de parler anglais. oui, mais en vrai, c'est le minimum, ça. Tu vois, moi, je m'étais dit, on va faire, je sais pas, des trucs de fou. En fait, je sais même pas ce que je me suis imaginé, mais une chose est sûre, c'est que j'étais complètement à côté de savoir ce que réellement on allait faire. En En- sortie de bac, en tout cas, tu as idéalisé J'ai le idéalisé, commerce international. Et c'est ce qui a fait que tu as été vers cette branche, surtout ce parce qu'il y avait le secteur-là. voyage à l'étranger. Tu Ouais. vois. Et j'ai fait mon voyage à l'étranger, c'était au bout d'un an. Donc, j'ai fait mon stage au Canada. Waouh. Excellent voyage, mais en même temps, mon stage s'est très mal passé parce que je suis tombé sur une folle, hein, on peut le dire. Euh, j'ai eu la chance de pouvoir intégrer une compagnie de danse, mais sauf que celle qui m'a accueilli dans sa compagnie de danse, c'était une petite entreprise, elle menait son truc solo, je travaillais chez elle. En vrai, moi, je pensais qu'elle avait besoin d'un assistant pour son activité, mais elle avait besoin d'un assistant pour tout faire, y compris son ménage et nettoyer ses fenêtres et sortir son chien. Ok, d'où le terme folle, parce que voilà, Une elle a tarée. confondu la pro-perso et Ouais. peut-être... Elle m'a pris pour son esclave, clairement. c'est un mot Et que je tu voulais sais pas à quel donner. point, C'est un tu mot que sais je... à quel point justement je suis sensible à tout ça. Il était hors de question. C'est un mot auquel j'ai pensé, mais je ne comptais pas aller jusque-là. Et justement, au moment où tu pars au Canada, est-ce que toi, ça t'a forgé cette expérience-là avec cette dame? Oui, ça m'a forgé à ne pas me laisser faire, Hmm. tu vois, à ne pas me laisser marcher dessus lorsque je sens qu'une situation est abusive, clairement. Ouais. Mais en même temps, c'est vraiment ce qui m'a désaxé de tout mon parcours, de tout ce qui a fait que j'en suis arrivé là où j'en étais. Clairement, c'est à ce moment-là où je me suis dit, fuck, c'est bon, j'en ai marre, tu vois. Surtout qu'en vrai, voilà, la deuxième année, elle me donnait un peu la flemme. Hmm. C'était de plus en plus compliqué, de plus en plus technique. J'étais en couple avec une fille qui habitait de l'autre côté de la région parisienne. J'avais pas de voiture, donc ma vie, c'était prendre les transports et aller au fin fond du 7-8 pour aller voir ma meuf. Hein, je vais pas te mentir, je préférais aller en boîte aussi avec mes potes en semaine. Je voulais m'amuser et vivre ma vingtaine en vrai. Hmm. Et c'était pas du tout Ton début de vingtaine. mon début de Ah vingtaine, ouais. 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 En vrai, c'est ça. J'intègre le BTS, j'ai 19 ans, je le quitte, j'ai 20-21 ans. Hmm. Oui, ça a été une période où j'ai énormément fait la fête, je me suis très bien amusé. Mais voilà, en même temps, j'ai payé aussi les pots cassés en loupant mon BTS et je l'assume. Même si c'est dur en vrai à vivre sur le coup, parce que j'ai vécu plein de choses en même temps, je l'assume et aujourd'hui, je vois ça plus comme une victoire que comme un échec. Mais c'est génial parce que derrière, comme tu as dit, tu t'es retrouvé face à toi-même, tu t'es retrouvé aussi avec les petits. Tu as passé ton BAFA, je suppose, Ouais, je l'avais passé, ouais. évidemment. Et durant cette année après, raconte-nous un peu la suite. Parce que te Année connaissant d'animation? ouais, non, mais même après, te connaissant personnellement, je sais qu'il y a il y a un parcours assez atypique. Hein. À partir du moment justement où tu as raté ce BTS, il s'est passé énormément de choses. Il s'est passé énormément de choses. C'est vrai qu'en même temps, je faisais un peu de mannequinat. Hmm. Donc, j'avais
d'autres portes de sortie. Clairement, hein, pour moi, je voulais percer dans le mannequinat à l'international. Donc en attendant, c'est pour ça que je me permettais aussi de faire des petits boulots comme l'animation, parce que je faisais des shootings, j'essayais de choper les gros contrats. Et à un moment donné, voilà, j'ai arrêté l'animation, j'ai fait de la vente, j'ai vendu des paires de baskets à Châtelet pendant un bon bout de temps. Donc ceux qui traînaient à Châtelet dans les années 2010, je suis à peu près sûr que je vous ai vendu une paire à un moment donné. Ah oui, parce que pour la petite anecdote, tu étais sur la fameuse place là où il y a la fontaine. Ouais, exactement, la place carrée, ouais. Ouais, où il y a le fameux McDonald's que tout le monde connaît. Exactement. Et t'es resté combien de temps là-bas? Ça a été la bonne école, hein. J'ai travaillé, on va dire, 2 périodes différentes. J'ai travaillé de 2013 à 2015. Ok. Ensuite, je suis parti à Londres pendant 1 an. Et quand je suis revenu de Londres, j'ai dû faire encore 1 an derrière parce que j'avais besoin de bosser. Ok. Donc, ah oui, parce que d'ailleurs, tu nous évoques Londres. Mais quand t'as dit t'as été à bonne école. C'est quoi? C'est commercialement? Oui, c'est commercialement. Commercialement. C'est apprendre à vendre des baskets à Châtelet, il faut le vivre pour savoir de quoi on parle. T'as aucune limite. Tu te retrouves face à quelqu'un qui fait du 38, mais si la seule paire que tu as en stock, c'est du 37, tu lui vends la paire en enlevant la semelle, tu vois. Et tu lui dis qu'elle va travailler la paire et que ça va le faire, ça va se détendre. Ouais, mais ça me fait pas très rire tout ça, parce que j'ai aussi été conseillé comme ça. Et tu sais, après, quand tes orteils, quand t'as 20 ans, là tu parlais de début de vingtaine, mais quand t'as 20 ans et qu'on te propose une basket en 43,5 alors que tu fais du 44,5, tu connais les pieds, hein, les pieds sont recroquevillés. C'était quelle marque? C'était quelle marque? C'était Adidas. Je Ah, m'en rappellerai pourtant, toujours. Adidas, normalement, ça taille grand. Et cette paire était magnifique et je peux te dire que j'ai dû la saigner pendant 3 ans. Toi aussi, t'es vraiment un forceur. Ouais, mais après, voilà. Faut le dire. J'avais oublié cette période-là de ta vie, Loïc. C'est celle où on s'est connus, pourtant. Ah oui, et ça a été une période quand même assez forte et en accéléré. Parce que justement, toi, quand tu t'es retrouvé là-bas, est-ce qu'en termes d'ambition, etc., enfin, tu te projetais longtemps ou tu savais au fond de toi, en tout cas, que tu étais peut-être prédestiné à quelque chose de beaucoup plus grand que faire de la vente c'était à clairement. Châtelet, hein, parce que c'est vrai que bon, ça peut paraître cliché ce qu'on dit là tout de suite depuis 5 minutes, mais voilà, vendre des paires à Châtelet, bon, on croise des amis sans vouloir les croiser parce que tout le monde à l'époque, entre 2014 là, et je me rappelle jusqu'à 2018-2019, c'était une période assez folle avec Châtelet-Léal. C'était le centre du monde, hein, Châtelet. Ah oui, avant la canopée là, c'était quelque chose. Mais pour répondre à cette question, ouais, en termes d'ambition, etc., est-ce que L'ego en prend un coup. Ouais. J'étais en BTS commerce international dans l'un des meilleurs lycées de France, lycée Marcelin Berthelot. Donc toutes les personnes qui intègrent ce BTS, a priori, vont intégrer, on va pas dire l'élite, parce que c'est pas l'élite que tu intègres, ce sont les meilleures entreprises pour avoir les meilleurs jobs. Clairement, c'est ça. Et du jour au lendemain, tu te retrouves à vendre des paires à Châtelet. Et clairement, c'était quoi le cliché? En plus, t'as vu ma tête, métisse aux yeux bleus. Ben, j'étais devenu un cliché. Le tismé de Châtelet qui vend des paires de baskets et qui a du style. C'était pas évident, mais en même temps, j'ai toujours relativisé. Je savais que c'était temporaire. J'ai toujours été animé par de grands rêves et je savais que je voulais aller loin. Peu importe ce que j'ai entrepris dans ma vie, j'ai toujours visé le top. J'ai fait du foot, je voulais être joueur de foot professionnel. J'ai voulu être mannequin, je voulais être l'un des plus grands mannequins du monde. J'ai fait de l'acting, j'ai voulu être l'un des plus grands acteurs. J'ai toujours été animé par la grandeur. Tyson Beckford. Ah, ouais. Non, chez Marmour. Restons sérieux. Mais ouais, non, restons toujours, sérieux. voilà, t'as toujours eu un objectif de, entre guillemets, percer. C'est ça, et quelque part, le fait que tout le monde me voit comme un cliché, ça a toujours été une sorte de protection pour moi. Parce que je me dis, bon, si les gens me voient comme ça veut dire que quand ils vont voir réellement ce que je vais faire, ils vont pas être prêts. Parce que j'ai toujours su qui j'étais et ce que j'allais apporter au monde. Et aujourd'hui, j'ai même pas encore apporté tout ce que j'ai l'intention d'apporter. Mais je sais que déjà, par rapport à là où j'en suis aujourd'hui, je surprends énormément de personnes et j'adore ça. C'est comme de la magie. Ouais, mais ne spoil pas trop. Ah, c'est vrai, c'est vrai. J'ai pas dit grand-chose. Là, justement, je t'ai demandé avant la gestion de patrimoine et là, t'es déjà dans 2020. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que je suis encore conseiller en gestion de patrimoine?
Ah ben non. Tu vois ce que je veux dire? Non, non, dans la Donc, présentation, je l'ai dit, hein. Tu es passé justement coach en finance parce que la gestion de patrimoine t'a permis de... et encore, est-ce que je coach réellement encore aujourd'hui? Mais on en reparlera après. Ouais, ne me spoil pas trop, c'est moi qui mène la danse, hein. Sorry. Merci, Loïc. Et du coup, au moment où tu vends du coup les paires, tu m'as parlé de l'étranger. À partir de quand? De tête, c'était 2016? Ouais, je suis parti 2015. 2015, ouais. Et tu pars où? Je pars à Londres Ouais. parce que j'ai l'intention de passer la seconde et de réellement me donner toutes les chances de pouvoir percer dans le mannequinat. Parce qu'on sait que Londres, en Europe, c'est vraiment le tremplin qui peut te permettre derrière de percer à l'international et notamment sur le marché américain. Ouais. J'aurais pu aller directement aux États-Unis, mais financièrement, c'était beaucoup plus simple d'aller à Londres. Hmm. Donc voilà. Et via quelle agence? Alors, je suis Si tu parti t'en rappelles. solo à la base. Ouais. Et ensuite, là-bas, je suis effectivement allé faire des castings dans pas mal d'agences. Et au final, j'ai signé chez MBA, il me semble. MBA Agency, Ouais. il me semble. Grosse agence. C'était une bonne agence. C'était bonne pas agence, la ok. plus grande, mais c'était une très bonne agence. Ouais. Ok, du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que du coup, tu pars là-bas dans l'idée de percer dans le mannequinat. Et en fait, tu signes avec cette agence. Est-ce que tu as bossé? Qu'est-ce que tu as fait à côté pour justement ne pas revenir au bout de 2 mois par En manque fait, d'argent? je me suis retrouvé face à une difficulté. Dans le mannequinat, en vrai, je dis mannequinat, mais on peut dire modeling, tu as deux directions. Soit tu as le profil pour pouvoir faire des défilés de mode et devenir un mannequin. Hmm. Et je me suis rendu compte sur le tas que j'avais pas du tout le profil, pas assez grand de taille, Hmm. pas les traits assez fins. Voilà, je correspondais pas au profil recherché. Et donc, ce qui me restait comme option, c'était d'être plutôt modèle pub, qui paye très bien, mais c'est pas la même chose. Et modèle pub à Londres, ça veut dire que ton anglais doit être impeccable. Ça veut dire que tu dois saigner les castings. Ça veut dire vraiment que tu dois saigner les castings. Et ma réalité était laquelle lorsque j'étais à Londres, c'était qu'il fallait que je mange. Donc j'avais un loyer à payer, donc j'avais un job. Je bossais à Pull and Beer de Oxford Street. Et j'avais très peu de temps au final pour me consacrer au casting, etc. etc. Et au bout d'un moment, je me suis essoufflé parce que ce sont quand même de gros horaires. J'ai énormément fait la fête aussi en étant à Londres. Et il fallait profiter parce que bon, J'ai ça profité, reste, j'ai très peu dormi, j'ai ça reste un beaucoup quotidien maigri. compliqué de partir pour juste travailler. Bon. C'est ça, c'est ça. Et donc au final, sur un moment où je me sentais un peu au bout, je me sentais vraiment fatigué, je me suis dit, bon, je vais faire un petit, je vais faire un petit mois chez les parents en France. Hmm. Et je me suis vraiment dit que j'allais repartir, hein. Sauf que quand je suis revenu, j'ai rencontré quelqu'un et je suis toujours avec elle aujourd'hui. C'est la mère de mon fils. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles je suis jamais reparti sur Londres. Et c'est génial, c'est beau comme histoire. Finalement, elle a changé tes plans, hein. Où j'ai changé les miens. Tu vois, faut pas, on n'est pas vraiment victime. C'est partagé tout ça. J'ai bien aimé la petite aparté que tu as faite là. Justement, de dire que non, c'est pas elle qui a changé tes plans, c'est toi qui as changé les tiens parce que justement, elle en valait le coup. Exactement. Et ça, c'était quand? 2016, septembre-octobre 2016. Donc ça fait 7 ans. Ouais. Waouh, le temps passe vite. Grave. Le temps passe vite. Et pour clore le voyage à Londres, pour toutes les personnes qui peuvent nous écouter, hein, parce qu'il ne faut pas oublier aussi le nom du podcast qui est la table de l'insertion. Là, déjà, tu donnes pas mal de matière pour les personnes qui nous écoutent, notamment sur ton parcours. Mais tu touchais combien à ce fameux Pull and Beer? Et aussi, combien était le loyer pour combien de mètres carrés pour potentiellement voilà, donner des idées? Parce que c'est des destinations qui plaisent à beaucoup de gens, hein, notamment par rapport à la distance qu'il peut avoir. Ça change du Canada, de l'Australie. Déjà, je suis parti avec un pote et au début, on a trouvé un appartement dans une coloc. De toute façon, la plupart du temps, quand tu vas à Londres, c'est une coloc que tu trouves. Franchement, les loyers étaient chers, hein, par rapport à ce qu'on payait. J'imagine. Ouais. Il me semble que c'était peut-être 500 pounds, mais 500 pounds à l'époque en euros, ça faisait genre 650 € à peu près. Ouais. Par rapport à ce que je gagnais, c'était très compliqué pour moi de pouvoir assumer ce loyer. Surtout qu'en vrai, c'était vraiment un appartement miteux. Et t'avais quoi? T'avais une chambre? Tu partageais ta chambre? J'avais- Vous étiez trois dans la chambre? J'avais une chambre. Mon pote avait la chambre d'au-dessus, mais on partageait après tous les espaces communs avec d'autres personnes.
Ah oui. Ouais, salle de bain, salle à Vous étiez manger. combien dans l'appartement? Il me semble qu'on était peut-être 6. Ok. C'était pas, en vrai, c'était pas un appartement, c'était une petite maison. Ok, ouais, parce que des étages, etc. Bon. Exactement, à East London, Bromley by Bow. Donc ça a été le premier endroit. On a fait 3 4 mois là-bas. En tout cas, t'as bien travaillé ton accent, Loïc. Je ne l'ai pas travaillé, il est inné. Ok. Il y avait juste à travailler l'anglais en lui-même, quoi. Là. Exactly. Ok. Et du coup, bah, merci pour ces précisions parce que le but, voilà, c'est de savoir un petit peu comment se passait la vie là-bas. Après, c'est marrant parce que c'était il y a que 7 ans, mais c'était vraiment le Londres qui n'était pas encore sorti de l'Union européenne. de l'Union européenne. Mm. C'était le Londres qui était beaucoup, beaucoup plus cher que la France. Il me semble que ça a un peu changé depuis, hein. Ouais, logiquement, oui. Après, la livre sterling aussi, je crois, Un peu chuté. a un peu chuté, comme le dollar, enfin Mm. toutes les monnaies d'une manière générale. Mais au moment où tu rentres du coup et que tu changes tes plans pour le meilleur de ce que tu m'as dit, qu'est-ce qui se passe? Parce que tu reviens du coup, pas de revenus, parce que tu es parti pas mal de mois à Londres. Mm. Tu reviens et du coup, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu t'es dit, casse départ, je remets les compteurs à zéro et je me lance dans quelque chose de totalement nouveau? Ou est-ce que je continue un peu sur ma lancée du mannequinat, etc., pour potentiellement trouver ma place dans ce monde? J'ai un peu baissé les bras avec le mannequinat sur cette période-là au bout d'un moment. Mm. J'y croyais plus trop. Et j'ai eu l'occasion de pouvoir me réinventer autrement. C'est-à-dire qu'on m'a proposé un casting pour participer à une web-série en tant qu'acteur. Ok. Donc j'ai fait mon premier casting en revenant en France. Ah mais en vrai c'était pour ça que j'étais revenu. C'était pour faire ce casting. Et donc c'est comme ça que je suis rentré dans l'acting. En même temps, je me suis mis en couple et sur cette même période, je me suis lancé dans la comédie. Ok, ah oui, parce que c'est vrai que euh, à cette époque, ouais, t'avais quand même buzzé pas mal hein, sur cette Hmm. période-là, pas au début, mais Une fois que t'avais j'ai eu. commencé la comédie après. Ouais. Ouais. Oui, oui, je parlais surtout de la comédie. Hmm. Et du coup, cette web-série, donc, tu passes le casting, donc t'es pris. Et cette web série me donne envie parce que en vrai c'était amateur. C'est-à-dire que la personne avait pris du matériel, avait recruté des personnes, mais c'était amateur. Oui, J'étais pas payé. principe de web-série. Et je me suis rendu compte d'une chose, c'était que tout ça, j'étais capable de le faire seul en fait. Et avec beaucoup moins de matériel que tout ce qu'on a là, c'est-à-dire que tu me donnes un téléphone, je suis capable de jouer la comédie, faire des mises en scène. C'était le moment où il y avait pas mal de Vine qui tournaient bien et on voyait des personnes comme J-Max, Tonio Life, du jour au lendemain devenir des stars, on peut le dire. Hmm. Donc voilà, je me suis dit pourquoi pas moi. Et je me suis lancé avec mon meilleur pote dans la création de vidéos sur Instagram. Donc d'un coup, j'apprends la comédie, j'apprends à monter, j'apprends à mettre en scène, j'apprends pas mal de choses. Et là, je peux le dire, c'est vraiment une période où je me suis vraiment éclaté. Ouais, parce qu'en plus, ça devait être. Enfin, c'était l'avant-Covid aussi, donc Mm. forcément là, on vit à plein régime. Et, euh, et oui, oui, je me rappelle parce que tu montais, c'était devenu vraiment limite un travail à temps plein, quoi. Ouais, En termes franchement. d'investissement, je me souviens que tu étais vraiment à fond dans ce domaine-là, en tout cas dans ton projet. Et ah oui, au passage, c'est vrai que je ne l'ai pas donné au début, mais ton Instagram, hein, loic.monlouis, euh, donc comme ça se prononce, vous pouvez le suivre. Hein, donc il est pas mal suivi aussi, de par ce qu'il apporte hein, sur plusieurs sujets, notamment, vous vous en doutez, la finance. Mais ça, du coup, ça a duré combien de temps, cette partie un peu comédie, vidéo, enfin vidéo drôle, hein, un peu Vine? Un peu Vine, oui. Je dirais que ça a dû durer vraiment 2 ans. 2 ans, ouais. Full régime. 2 ans où j'ai vraiment posté une fois par semaine. Mon quotidien se résumait à tourner un maximum. Je continuais à bosser en même temps à côté dans la vente, mais vraiment, ouais, mon esprit et mon cœur étaient à fond dans ce que j'étais en train de faire. On a eu des vidéos qui ont extrêmement bien fonctionné sur les réseaux sociaux, que ce soit sur Facebook ou Instagram, des vidéos qui font des millions de vues.
Donc, tu vois, du jour au lendemain, tu passes de quelqu'un de visible, enfin, d'invisible à quelqu'un de visible. Même toi, tu prends confiance en toi, puisque tu sens, en fait, quand... Surtout que la magie, quand tu joues la comédie et qu'en même temps, tu montes la vidéo, c'est que tu te rends compte que la vraie magie se crée pendant le montage. Et voir à l'avance quelque chose, toi-même, quand tu le montes, ça te fait rire, tu vois. Et voir que derrière, le truc fait mouche, c'est vraiment jouissif comme sentiment. Donc, ouais, franchement, je garde vraiment un très bon souvenir de cette période-là. Ça m'a permis de pouvoir découvrir ma personnalité artistique. Et il est indéniable qu'elle me sert encore aujourd'hui. Ouais, parce qu'en plus, au passage, tu faisais pas mal de vidéos en binôme avec Jeff. Jeff de tête, son Instagram qui est Jeff Jeff Reese, Reese. avec deux Z. Et du coup, ouais, je me rappelle, c'était quand même assez fou parce que là, vous étiez en train de d'attiser euh, votre créativité. Mm. Et je me souviens que c'était très, très travaillé. Vous aviez commencé à voir aussi, vous faisiez vos montages, mais vous avez aussi commencé à voir un, un vidéaste Ouais, qui était là justement, et un vidéaste aussi qui était un qui génie est du toujours téléphone. très 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 bon et qui aujourd'hui est dans la production, Mm. commence à se développer, etc. Greg. Ouais, Greg Joseph. Ouais, exactement. Et c'était assez fou, hein, parce que Greg Joseph, au passage, qui s'occupe aujourd'hui hein, des vidéos de Tonio Life, Mm. pour ceux qui connaissent. Mm. Et je me souviens, c'est vrai qu'il faisait des plans assez fous. Avec son téléphone, vraiment, Et il avait ça, une main magique. Il te faisait des plans. c'est ça, et ça apportait de la magie, donc à toi, Loïc, et à Jeff. Jeff aussi, qui est dans la comédie de son côté. Et c'est vrai que voilà, ça donnait un cocktail assez fou. Et c'est pour ça aussi qu'il y avait pas mal de vues et que ça buzzait toutes les 3-4 On était une vidéos à bonne peu près. équipe. Ouais, franchement, je comprends quand tu dis que voilà, c'était une belle époque. Et en parallèle de ça, du coup, toi, tu partais du principe que tu allais vraiment percer dans Ouais. ce domaine-là. Ouais, Un ouais. peu comme tes anciennes expériences. Hein. Ouais, mais quand j'ai commencé la vente, je savais que j'allais pas finir vendeur. Non, là, quand j'ai commencé cette aventure-là, franchement, j'ai vraiment cru que. Enfin, j'ai vraiment mis. Je me suis vraiment lancé à 100% pour que ça fonctionne et j'y ai cru. Hmm. J'y ai cru et ça aurait pu fonctionner. Ouais. Le destin a fait que non. Et peut-être que ça fonctionnera autrement. C'est pas quelque chose que j'ai complètement mis de côté dans ma tête. Mais lorsque j'y reviendrai, si j'y reviens, je m'y prendrai autrement. Parce que cette fois-ci, je serai assez solide, j'aurai les moyens, je serai pas dans l'urgence, je serai pas dans... Voilà. Parce qu'à un moment donné, le problème de ce genre de truc, quand tu t'autoproduis et que tu attends d'être repéré, c'est que tu es dans l'attente. Et quand tu rentres pas d'argent, bah, à un moment donné, j'avais plus 20 ans, tu vois, à cette époque-là, je me rapprochais gentiment des 30, j'étais entre 25 et 30. Hmm. J'étais en couple, ça faisait pas un an que j'étais en couple là, mais ça faisait plutôt 3 à 4 ans, donc tu commences à devoir t'installer, tu quittes chez papa-maman, il faut trouver un moyen de rentrer de l'argent pour payer le loyer, et voilà, c'est ça qui a fait que je me Et suis surtout écarté. vivre, hein, parce que le but c'est aussi de voyager, etc. Avant l'arrivée d'un enfant, même si l'arrivée d'un enfant n'est pas bloquant, hein, je pense C'est que ça. tu nous en parleras Mm. à travers les différents voyages que tu as pu faire depuis. Mais voilà, c'est vrai que voilà, faut clôturer, on va dire, la vingtaine de la plus belle des manières qui soit. Et, À un moment donné, tu as un choix. Hmm. Moi, en fait, je me suis retrouvé face à un choix. C'était soit je continuais à mon aventure dans la comédie et de façon très égoïste, j'y allais à fond pour moi, Hmm. ou soit je me dirigeais vers autre chose pour moi et pour d'autres personnes. C'est vraiment la sensation que j'ai eue à cette période-là. Et je regrette pas d'avoir changé de direction, mais c'est ce qui a fait que j'ai changé de direction. Ouais, parce qu'en plus c'est pas simple hein, de devoir lâcher quelque chose où tu fais, on peut le dire, hein, le buzz. Sur beaucoup de vidéos. Hein. Je me souviens, tu étais à plus de 100K sur une vingtaine Ouais, de puis t'as vidéos. une Hein. communauté qui attend la prochaine, qui attend la prochaine. C'est ça. Mais sans te mentir, ça devenait tellement compliqué pour moi financièrement, pour le coup, que je prenais au bout d'un moment même plus de plaisir à tourner. Et c'est là que je me suis dit, il faut que je change quelque chose. J'avais plus d'inspiration pour écrire, tu vois. Et c'est top parce que moi qui suis très axé sur le développement personnel, tu vois, on dit souvent que des fois, il faut prendre ses décisions, notamment le travail, hein, quand tu t'investis dans un projet pro, que ça respire donc au niveau du cœur, au niveau de la tête et aussi au niveau des tripes. Mm. Tu
Tu vois, cette sensation là au milieu de l'estomac, là, au niveau du nombril. Et, euh, et là, c'est vrai que de ce que tu me dis, j'ai l'impression que pendant 2 ans, tu étais aligné. Et dès qu'il y a eu un peu les soucis financiers, euh, bah là, c'est peut-être la tête qui t'a dit il est temps de lâcher. Il est temps de lâcher parce que sinon tu vas droit dans le mur sur ton couple, j'imagine, hein. Clairement. Parce que c'est une petite pression aussi, hein, de devoir payer un loyer et de potentiellement dire à madame les 2 prochains mois c'est compliqué. Alors que de base, vous formez un couple, vous entendez sur une répartition ou pas des dépenses, etc. Et je peux comprendre que oui, au bout d'un moment, on est à 2 doigts de tout plaquer. Et c'est chose que tu as faite du coup. C'est ça. Et qu'est-ce qui s'est passé du coup après ça? Parce que là, on est justement sur... peut-être allé, il s'est passé 6 ans là, de ce que tu m'as raconté. 5, 6 ans. Depuis le Entre BTS. le BTS et cette Ouais, période-là, on ouais, est ouais. On est à en quelle période? 2018. 2018, même 2019. Ouais, On est entre 2018 et 2019. ouais. À cette période. Et là, qu'est-ce que tu fais? Tu reprends un travail? Tu continues quelque part En tout cas, job alimentaire. Ouais, Tu as l'air job de parler de alimentaire. job alimentaire. Je commence l'hôtessariat, hôte d'accueil. Parce que vraiment, la vente, j'en avais marre Hmm. de devoir vendre mon âme et mon énergie pour des paires de baskets. Je respecte ce boulot que j'ai fait. Je respecte aussi Hamza qui m'avait recruté. Voilà, c'était Eleven Store 36. Allez acheter une paire de chaussures si vous voulez vous mettre bien. Petite Et j'en ai dédicace. acheté. Hein. J'en ai acheté parce que tu me vendais des paires que je voulais même pas, je m'en rappelle. Mais au bout d'un moment, fallait que ça change. Je voulais vraiment, surtout qu'on m'avait dit qu'il y avait moyen dans l'hôtessariat de gagner de l'argent sans rien faire. J'aimais bien l'idée. Hmm. Comme ça, je pouvais me concentrer sur autre chose. Et j'ai essayé à cette période-là de me concentrer sur autre chose, sauf que j'avais tellement rien à faire. Oui, parce que ce Au qu'on dit, résultat, ce qu'on dit pas, je c'est bullais. que quand tu es hôte ou hôtesse d'accueil, euh, bah, tu restes debout, tu accueilles les gens, mais quand il n'y a personne à accueillir, tu Tu restes dois debout faire tout bonne seul. ouais, c'est exactement ça. Et là, t'as envie. Là, pour moi, c'est presque une mort, hein. Tu vois la journée avancer. T'es là, tu t'ennuies. Tu Et sais surtout, pas quoi tu faire. peux même pas sortir un téléphone ou un ordinateur pour bosser sur un projet. T'es juste ou- là pour dire à un tel, les toilettes sont là. Enfin voilà. Job alimentaire que j'ai dû du coup signer en CDI pour avoir mon appartement parce qu'on connaît les conditions pour avoir un appartement en France. Euh, et clairement, je me suis ennuyé pendant 1 an. J'ai craqué. Et je me suis relancé à cette époque-là d'ailleurs un peu dans la comédie. J'ai essayé de monter mes courts-métrages. Je sais pas si tu te souviens, j'avais produit, écrit, monté et sorti un court-métrage que j'ai fait du début à la fin en 30 jours sur l'espace d'un été. Et ça, c'était sur la période d'après-Covid. Mais bon, je m'en mêle sur plein d'autres choses parce que justement, on arrive sur la période où le Covid démarre. Et si je dois être bien honnête, ça a même commencé avant puisqu'effectivement, je fais hôte d'accueil, je démissionne pour pouvoir toucher mon Pôle emploi et on commence l'entrepreneuriat du coup ensemble sur la période dropshipping. Et oui. Et c'est vrai que, et on n'a pas honte de le dire, hein, c'est vrai que on voulait un peu faire comme tout le monde. Et finalement, je pense, avec beaucoup de recul, que en fait, c'était un prétexte. Un prétexte pour mettre les pieds dans le plat de l'entrepreneuriat. Mais on avait à cette époque-là, hein, on avait, et quand tu dis dropshipping, c'est intéressant que tu le dises parce que c'était une période où ça fonctionnait très bien. Mais nous, on voyait plus loin que ça. On voyait déjà, en fait, tiens, on veut créer notre marque. Et c'est vrai que on donnera pas le nom, hein, parce que tu te doutes bien que c'est plus d'actualité. Entre-temps, je pense que des gens ont déposé le nom à l'INPI, etc. Mais c'est vrai qu'on était dans une période où on voulait brûler les étapes, on voulait faire les choses vite, on avait investi de l'argent, on était sur le site, rappelle-toi, Shopify. Mm. Et c'est vrai que c'est ton frère qui m'avait Qui nous proposé a. ça. Ouais, ouais, ouais. Et qui m'avait dans un premier temps proposé ça, et qui, toi, peut-être 2 semaines après, tu quittais ton job, et du coup, on s'est dit, bah, pourquoi pas être un trio. Et en fait, il y a un troisième larron qui nous a rejoint, et c'était quand même une expérience assez folle, parce que en fait, on avait essayé de faire du circuit court. Je me permets là de prendre la parole, parce que c'est vrai que Vas-y, c'est fais-toi plaisir. un sujet aussi que j'évoque presque plus, hein.
cette période, on va dire, de dropshipping, tu vois. Euh, mais c'est vrai que c'était une période voilà, où on a bossé quand même avec pas mal d'influenceurs. Hmm. Et surtout, on a découvert un peu les process. Là, tu sais, avec ce qu'on avait fait à l'époque, on pourrait ouvrir une agence marketing. Et, Clairement. et on a vu un peu les dessous de comment on faisait on préparait, on faisait des scripts, on préparait pas mal de choses pour justement euh, bosser avec ces influenceurs-là. Et je me rappelle qu'on anticipait, c'était la période Covid, et après je te laisse la parole, mais c'est cette période-là où on anticipait le fait de créer notre marque et de justement plus passer par les schémas classiques On voulait qu'on peut brander. connaître. C'est ça. Et on voulait brander et justement nous fournir aux États-Unis et plus en Asie, etc. Et là, paf, le confinement. Alors je te laisse prendre la suite, Loïc. Mais déjà, enfin, j'aimerais revenir sur ce que tu viens de dire par rapport à cette période parce que autant on a vécu la même chose en même temps, autant on l'a pas vécu de la même façon, tu vois. Hmm, Toi, c'est pas quelque chose, enfin, c'est limite quelque chose que tu as un peu oublié. hmm. Moi, c'est le day one. C'est à ce moment-là que je découvre l'entrepreneuriat. Ton Et déclic. ouais, mon déclic, il vient à ce moment-là. Aucune peur de le dire, hein, mais déjà, mon petit frère, quand il me présente le projet, j'y crois. Sincèrement, j'y crois. Et il était très bon aussi. Il faut savoir que ton petit frère était un des meilleurs vendeurs de France, si je me souviens, d'une grande marque de chaussures de sport. On ne Ouais, citera pas le nom, mais non, qui clairement. était un crack aussi de la vente. Mm, Donc, mm, 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 mm. il nous avait vendu ce projet. Et Il nous a vendu ce projet, mais voilà, mon petit frère, c'est quelqu'un qui est bon lorsqu'il croit en ce qu'il fait. Hmm, Donc, il nous a vendu ce projet, mais il y croyait à ce projet. hmm. Et moi, je suis quelqu'un, il faut vraiment que je sois convaincu pour que je me lance dans une aventure. J'ai été convaincu à 100%. Et il y a tout un process derrière, puisqu'on avait on avait la formation Yomi à l'époque, Ecom Pro ou Ecom Elite Pro, je sais pas quoi, et j'apprends vraiment le mindset de l'investisseur. Donc vraiment non, le mindset de l'entrepreneur, enfin toute cette partie mindset que je connaissais pas du tout, moi, elle m'a clairement fait switcher en fait. Parce que ça m'a permis de travailler sur moi, de comprendre pas mal de choses, de comprendre tout ce que je traînais depuis le début de ma vie, qu'il y avait un conditionnement, que c'était lié aux personnes qui sont autour de toi, à la façon dont tu réfléchis. J'étais tellement éloigné de tout ça que d'un point de vue développement personnel, moi, vraiment, le switch s'est fait à ce moment-là et j'ai su à ce moment-là que je serais entrepreneur. Ça n'a plus jamais quitté mon cerveau, en fait. Et cette période-là, du coup, de confinement, parce que c'est à ce moment-là où nous, on a mis le projet à l'eau, Mm. parce que vous vous doutez bien que faut mettre un petit peu d'argent quand même pour acheter en gros les produits, etc., Ouais, les on a été stocker. bloqué par la fermeture des frontières en Chine. On s'est découragé aussi. On va pas se Ouais, mentir. ouais. On s'est découragé pour diverses raisons, légitimes ou pas, mais on s'est découragé. Mais je pense on a tous énormément appris de ça. Et je pense qu'aujourd'hui, même si toi, t'en es là où tu en es, c'est grâce à cette Ah époque-là où non, on a pu voir énormément de choses. je refoule rien du tout. C'est surtout en fait au niveau du dropshipping, parce que c'est quelque chose, moi, quand je dis je me suis lancé dans l'entrepreneuriat, je parle toujours d'e-commerce. Hmm. Parce que dropshipping, voilà, c'est quelque chose là en 2020, fin 2021, début 2022, tout le monde en parlait comme quelque chose de super, Arnaque. voilà, arnaque, etc. Et les gens, ils Alors, aiment bien parler, mais ils n'ont pas essayé de faire aussi. c'est ça. Et encore, nous, on voulait aussi brander au bout de 4 Oui, mois. mais Donc, même sans brander, faut avouer que d'un point de vue entrepreneurial, le dropshipping, c'était une sacrée aventure. en termes de marketing, oui, c'est quelque chose de puissant. Marketing, gestion d'entreprise, tu te souviens, les relations clients, devoir Et c'est là où voir moi avec j'ai les appris. fournisseurs, devoir, comme tu as dit, travailler un pitch pour les influenceurs qui vont travailler avec toi. Franchement, rien que le dropshipping, sans parler d'e-commerce quand tu as brandé, c'est un vrai métier, hein. Et surtout que ce qu'on vendait, c'était un produit très très intéressant et Ouais. surtout Il y avait eu qui une vraie fonctionnait. recherche. Pour le coup, on avait fait une recherche produit. On a réussi à en vendre. Moi, je rougis pas face au mot dropshipping, même si c'est vrai qu'énormément de personnes l'ont sali, ont énormément mal parlé de tout ça. Mais À noter aussi que voilà, avec tout ce qui se passe, notamment de fin 2022 et 2023, avec ce qu'on appelle les influx voleurs, etc. mm, C'est vrai que 3 ans après, quand je vois toutes ces polémiques, etc., je me dis heureusement qu'on vendait un produit qui fonctionnait et pas des formations bullshit ou tous ces produits-là qui complètement. n'ont ni queue ni tête. Donc ça, c'était la petite aparté aussi pour le dropshipping, parce que nous, on était quand même assez sérieux.
Et tous ceux qui ont percé aujourd'hui, notamment les Yomi Denzel que tu as évoqués, ont percé grâce au dropshipping et en ont fait une marque, 2 marques, 6 marques, 15 marques et à ouvrir des sociétés un peu partout. Euh, Au moment où il y a le confinement, toi, qu'est-ce qui se passe? Parce que du coup, tu avais tout plaqué, tout est bloqué, ton projet, bah, notre projet tombe à l'eau finalement. Et c'est là un peu où on s'est dispersé et on a chacun pris nos chemins entrepreneuriales, hein, si je puis dire. Ben, le confinement commence. Effectivement, j'avais pas de boulot. Donc, je me dis que pour occuper mon esprit, ben, je vais continuer le dropshipping tout seul. Ouais. Donc, c'est ce que j'ai fait. Moi, pendant le confinement, j'ai essayé de vendre mes produits. J'ai pu continuer à bien travailler sur moi. Le confinement s'arrête et j'essaye de me relancer dans la comédie et dans la mise en scène, etc. Donc, je sors ce court-métrage que je présente en festival. Et sur le temps de l'été, en fait, je me retrouve vraiment à une période de ma vie où sur le confinement, c'était une période spéciale parce que ça a permis à énormément de personnes de se remettre en question, tu vois. Et ça a été également le cas pour moi. Et voilà, il était temps dans ma tête que je sorte de cette condition d'enfant, si je puis dire. J'avais quitté chez mes parents et je payais pas de loyer. Mes parents prenaient soin de moi et je commençais à vivre plus ou moins la même chose chez moi avec ma femme. Il était hors de question que je me fasse entretenir et que je me sente pas homme réellement, tu vois, disons les termes. Et donc voilà, j'ai décidé de retrousser les manches et de poser mes CV absolument partout, y compris, enfin, peu importe le boulot que je trouvais, mais il fallait que je bosse. Et par hasard, je me suis retrouvé dans la gestion de patrimoine. Non pas pour un boulot de salarié, mais pour intégrer une agence intermédiaire en produits d'assurance. Et donc voilà, quoi, le genre de job où si tu fais du contrat, tu gagnes beaucoup, mais si tu ne rentres rien, tu gagnes rien. Ah oui, parce que c'était indépendant, du coup, et Exactement. tout est basé sur la commission. Sur la commission que tu as grâce aux ventes, sachant que c'est du phoning, hein, clairement. Tu vends des produits d'assurance au téléphone. Ah ouais, donc c'est encore autre chose que vendre face-to-face, là, comme tu as pu faire toutes ces années. C'est complètement différent. Parce que là, tu pars d'un contact froid. La personne n'a pas envie de parler avec toi Ne et te connais pas. ne te connaît pas. Et la personne a juste envie de t'insulter lorsqu'elle répond au téléphone, chose qui est totalement compréhensible, hein. Et ce qui est marrant, c'est que moi, à mon niveau, j'étais vraiment mal à l'aise au début parce que j'avais conscience de ça, que je dérangeais les gens et que moi-même, en temps normal, je ne laisse même pas une seconde à ces personnes-là pour parler. Et, euh, et voilà, de fil en aiguille, en fait, tu es dans un cercle très spécial, parce que c'est un boulot de commercial. Il y en a plein qui ont essayé de faire ce genre de boulot. Et tu t'en rends compte très vite, hein, ceux qui tiennent sont ceux qui lâchent rien. T'as beaucoup, voilà, c'est un moulin à vent. Tu as beaucoup de personnes qui rentrent, beaucoup de personnes qui partent. Mais tu vois en même temps les personnes qui gagnent de l'oseille. Hmm. Tu vois, la personne qui gagne de l'oseille, elle est juste à côté de toi, juste en face de toi. Ouais, parce que c'était de l'open space, du coup. Open Spice, ouais. Voilà, donc vous vous On entendez était tous parler, les vous uns en face entendez des... closer. Clairement. Ok. Tous les uns en face des autres, à s'appeler, à parler, des fois même à rigoler, tu vois, à s'encourager, des fois à se terminer. Mais ouais, clairement, c'était ça le cadre. Et, euh, et moi, voilà, je ne pouvais pas, je ne pouvais pas faire face à une défaite supplémentaire, en fait. Donc, je me suis vraiment battu. J'ai mis 3 mois à signer mon premier contrat, ce qui était long quand même. Parce que, tu vois, tu as des mecs, c'est bête, hein, mais tu as des mecs, premier coup de fil, premier rendez-vous, premier contrat. Tu vois, le facteur chance. 3 mois, j'ai mis à Ça, c'est signer les mon planètes premier qui contrat. s'alignent, mais bon, c'est pas pour tout le monde, hein. Bah, des fois, tu te dis que c'est les planètes qui s'alignent, mais avec du recul, je me dis que c'est aussi ce qui a desservi ces personnes. Parce que quand ça arrive à quelqu'un qui a ça dès son premier appel, bah, il se dit que ça va être facile, et c'est ces personnes-là qui n'ont pas tenu, hein. Ces personnes-là n'ont pas tenu un mois. Parce que derrière, quand ils ont fait face à la même difficulté face à laquelle moi je faisais face, sauf que moi j'avais pas de cadeau, ben elles ont pas tenu et moi j'ai tenu. Et c'est comme ça que j'ai tenu 3 mois. Et c'est beau parce que là, tu parles de persévérance, d'abnégation, de rigueur, de De travail sur discipline, soi. travail sur soi, parce que ne pas closer, moi j'ai connu une période aussi comme ça, où t'es commercial, phoning, mon Dieu, phoner, devoir closer par téléphone avec des gens qui ne veulent pas te parler, psychologiquement, c'est complexe, hein. Ouais. À gérer en tout cas Bah, d'un ça point de m'a vue demandé mental. justement à vraiment travailler sur mon mental. Comment La faire? pression aussi à la maison. Parce que là, de ce que tu me dis, c'est que tu as pris ce job, enfin, tu déposais les CV pour faire de l'argent, Ouais, un job alimentaire. ouais.
Là, pendant 3 mois, donc au bout de 3 mois, J'ai tu maigri. signes ton Hein. premier. Ah ouais. J'ai énormément maigri sur cette période-là parce que je mangeais pas à ma faim. Euh, Et t'avais quel âge? euh, 2020, 27, Waouh. 27, 28. Donc à 28 ans, tu manges pas à ta faim Pas le parce que choix. Hein. tu. Après, ouais, pas le choix. À un moment donné, quand tu as pris du retard dans la vie, il faut savoir trouver les shortcuts. Et là, c'était un vrai shortcut. Quand ça fonctionne, tu peux gagner énormément très rapidement. Hmm. Et j'ai vraiment tout donné pour pouvoir. Vraiment, j'ai mis mon âme de côté. Hmm. Et j'ai travaillé sur mon mental pour essayer de trouver des solutions. Comment faire pour aimer déjà quelque chose que tu détestes faire? Parce que moi, je passe jamais ma vie je téléphone pas, moi. Donc pour aller aimer téléphoner à des personnes, parce que ce qu'on dit, c'est qu'on entend ton sourire au téléphone. Et, Et euh, c'est réel. et c'est réel. Donc à un moment donné, si tu souris au téléphone, il faut être un peu de bonne humeur quand tu décides d'appeler quelqu'un. Ça demande un travail sur toi. Donc, vraiment, je me souviens, j'ai écrit sur des post-it, tu aimes téléphoner, tu aimes parler à des personnes que tu ne connais pas, tu aimes découvrir la vie des gens, tu vois. Je me suis mis plein de trucs comme ça. Et en fait, ça te permet d'être dans un certain mood quand tu appelles des personnes. Donc, tu as toujours des insolents qui te raccrochent au nez. Mais de temps en temps, tu tombes sur quelqu'un qui a parlé à personne dans sa journée et qui finalement prend du plaisir à parler avec toi. Et donc, c'est comme ça que j'ai pu, derrière, être beaucoup plus à l'aise au téléphone, avoir quelque part des prospects qui commencent à t'apprécier. Et voilà, tu vois, tu commences à faire tes premiers contrats comme ça. Et au fur et à mesure, ben, tu apprends à être de plus en plus efficace. Parce que c'est une étape de rester au téléphone avec quelqu'un, mais devoir signer derrière, c'en est une autre. Donc voilà, c'est un peu ça mon parcours que j'ai eu au début dans la gestion de patrimoine. Donc là, on est fin 2020. Ouais. Et sur l'année 2021 et allez, 2022, comment t'as géré ça du coup, sachant que c'est pas anodin de devoir closer tous les mois, tout le temps, parce que des fois tu peux faire des super mois, le mois d'après très peu, ou en tout cas pile poil pour payer les charges à la maison. Euh, comment t'as géré ça? Et du coup là on va arriver sur la partie un peu explosive, hein, même si j'apprécie aussi ton parcours parce que bah, finalement, tu as cherché. Tu vois, tu savais pas trop ce que tu voulais faire, en même temps, tu voulais faire plein de choses. Et du coup, bah, la vie t'a renvoyé aussi pas mal de signes de ah bah là, tu vas devoir que t'es ça, te concentrer sur le principal, à savoir ta future vie de famille. Hein. C'est le but aussi de se mettre avec quelqu'un, je pense. Hein. T'as pas lâché et t'as su trouver les armes. Et justement, là, on est fin 2000, allez, début 2021. Qu'est-ce qui se passe? Dans quel mood tu es? Est-ce Des- qu'il y a des choses que tu as envie de raconter aussi? Parce que le but, c'est que tu n'hésites pas à te confier aussi. Ouais. C'est bien qu'on parle de ça parce que c'est vrai que j'ai pas forcément l'habitude d'en parler. Mais ce qui se passe, c'est que je suis fatigué d'appeler des personnes en vrai, même si j'ai pu me mettre dans certaines conditions, etc., pour prendre du plaisir à appeler, au bout d'un moment, c'est quand même très, très fatigant, surtout qu'on faisait de gros horaires. J'étais du 8h, 20h, presque tous les jours de la semaine. Euh, et, euh, et par chance, j'ai la directrice de ce cabinet qui s'appelait Self Épargne, qui s'appelle d'ailleurs, qui existe toujours, qui me dit elle a quelqu'un qui vient dans les... Elle a une équipe de personnes qui viennent former les commerciaux pour pouvoir apprendre un peu les marketing digital, marketing sur les réseaux sociaux, etc. Et donc, ce groupe de personnes-là s'appelle Venus Training. Et l'un des mecs qui travaille dans Venus Training, c'est Charles. Qui est aujourd'hui un associé à toi. Exactement. Ouais, qui est clairement mon associé. Mm. Et lorsque je découvre un peu leurs ateliers, je vois que Charles, très précisément, parle de LinkedIn, tu vois, les stratégies de growth hacking, aller chercher des clients sur LinkedIn, etc. Mm. Et moi, avec toutes les clés qu'il est en train de me montrer, forcément, je fais le lien avec les réseaux sociaux, sachant qu'à cette époque-là, ça faisait depuis 1 an que je postais plus rien sur mes réseaux, mais j'avais encore une communauté. T'avais combien d'abonnés là Je devais être à peu près à 10-11K que t'avais réussi à attraper grâce à la à la comédie comédie. pendant 2 ans, Ouais, c'est etc. ça. Avec toutes tes vidéos qui avaient C'est buzzé. ça. C'est énorme. C'est énorme, ouais. Et quand je me rends compte du levier que représente Internet, sachant que j'avais aussi l'expérience dropshipping, donc je savais, tu vois, que le marketing d'influence, etc., enfin,
T'as toutes les connexions qui se sont faites dans mon cerveau à ce moment-là et je me dis, j'ai moyen de faire quelque chose. Hmm. Maintenant, voilà, le seul step, c'est est-ce que je suis capable de faire ça à ma communauté au final, qui me suivait pour une raison, de leur présenter totalement autre chose dans le but de vendre des assurances, etc. Même si en vrai, c'est pas ça, parce que quand tu fais de la gestion de patrimoine, tu conseilles quand même la personne, tu l'aides à vraiment pouvoir mettre ses comptes en ordre, etc. Mais notre finalité à cette période-là, je vais quand même être transparent, c'était de vendre des produits d'assurance. Et voilà, tu vois, comment est-ce que ça, ma communauté va le prendre. Et j'en ai parlé à l'époque à Charles, tu vois. Et qu'est-ce qu'il t'avait dit? Il me dit, mec, moi j'ai envie de te dire qui ne tente rien n'a rien. Là aujourd'hui, tu as une communauté, t'en fais rien. Donc pourquoi est-ce que tu tenterais pas le coup? T'as quoi à perdre? Je dis, ouais, Quelques mais il y a abonnés. des gens qui vont peut-être m'unfollow et tout. Ils ont dit, bah, ils ont qu'à t'unfollow. Mais en attendant, gars, tu peux te mettre bien là, tu vois. Et tu peux vraiment te lancer vers quelque chose de nouveau. Et c'est ça que tu demandes quelque part. Et donc voilà, franchement, il m'a juste fallu cette conversation pour décider de me lancer. Et tu te lances du coup, mais qu'est-ce que tu racontes dans tes... Donc c'est quoi? Format Je vidéo, fais du format conseil. réel? Format réel, ça n'existait pas à ce moment-là. C'était que des vidéos que tu pouvais poster. C'était soit vidéo normale, moins d'une minute, ou soit vidéo plus longue, c'était IGTV. Ah oui, Ouais. oui, oui, c'est des termes. Oh là là. J'ai l'impression que c'était il y a 5 ans, mais non, non, Exactement. c'était il y a un an et Donc, demi, 2 ans. je sortais des vidéos où j'expliquais un peu les différents produits de placement que l'on a à disposition quand on veut épargner ou quand on veut investir. Et voilà, j'ai commencé à sensibiliser un maximum de personnes sur de l'éducation financière et sur les différentes solutions qu'ils ont à disposition pour investir. Voilà. Et Et du coup, je voilà, l'ai fait c'était... sur Instagram en essayant avec la même stratégie que je faisais en faisant de la comédie, sauf que je le faisais en faisant du conseil face caméra et en essayant de poster assez régulièrement, donc une fois par semaine. Et donc petit à petit, des personnes de ma communauté, oui, qui m'ont follow, mais d'autres nouvelles personnes qui m'ont suivi. Et des personnes qui ont apprécié le changement et qui sont venues me voir et qui m'ont demandé conseil. Et là, d'un coup, tu te retrouves plus à devoir appeler des inconnus pour mettre en place des contrats d'assurance vie, mais tu parles réellement à des personnes qui sont intéressées, qui viennent te voir. Et là, c'est plus du tout le même boulot. C'est plus du tout le même boulot parce que tu n'es plus là au final pour vendre un produit, tu es là pour conseiller quelqu'un. Et si à la fin tu la conseilles bien, et ben voilà, c'est plus du tout le même boulot, quoi. Ouais, en plus, c'est pas rien, hein, parce que tu parlais aussi de honte, tu sais, sur ton BTS, pour faire le lien, et tu vas voir où je vais en venir. Pareil, là, tu te lances, du coup, sur les réseaux sociaux, tu te relances dans un domaine totalement différent. C'est peut-être pas de la honte qu'on peut avoir, mais le regard de l'autre, là, il prend une place Hmm. plutôt large dans ton esprit, je pense. C'est toujours eu quelque chose dont j'ai eu conscience. C'est qu'à un moment donné, il faut savoir se rabaisser, il faut savoir se salir les mains et il faut savoir voir à quel niveau tu es. Et il ne faut pas se voir au niveau où les autres te voient parce que si j'avais fait ça, j'aurais été grillé. La vérité, c'est que quand j'étais comédien et que je faisais des millions de vues sur les réseaux sociaux, t'as plein de personnes qui s'imaginaient que j'étais loin. Mais il faut avoir le recul de se dire honnêtement où on est. Et la vérité, c'est que j'en étais au point où je n'avais pas le choix de faire ce que j'ai fait pour réussir. Hmm. Il faut savoir le voir. C'est pas évident, hein, l'ego, etc. Des fois, tu veux te voir largement au-dessus. Tu te dis que non, tu peux pas faire ça. Tu peux pas aller vendre des paires de chaussures à Châtelet ou aller appeler des personnes au téléphone quand tu as fait ça, 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 et que tout le monde te voit comme ci ou comme ça. Sauf que dans la vie, il faut savoir assumer et il faut savoir voir réellement qui on est, où on en est, au-delà du regard des autres, tu vois. Et c'est très compliqué à faire parce que toi, tu l'as fait en plus sur le long terme. Ouais, je l'ai fait régulièrement dans ma vie. Ouais. Ouais. Même si c'est des domaines différents, c'était quand même assez compliqué à gérer mentalement. Mm. Je me suis très souvent mis en danger comme ça. Et mes résultats, j'en suis toujours sorti grandi. Du coup, là, quand tu continues à poster, parce que là, tu m'as dit une fois par semaine, je suppose que ça s'est transformé en peut-être 2, 3 fois par semaine après. Il y a eu l'arrivée des réels, hein, et du coup, TikTok. là, TikTok aussi. Et du coup, là, tu rebuzzes. Ouais. Tu rebuzzes sur quel type de vidéo? Qu'est-ce que tu racontais de précis, sachant que je me doute que tu faisais pas de la gestion de patrimoine sur les réseaux sociaux, parce que ça concerne une catégorie de personnes qui a de l'argent à placer et investir, etc.
Mais sur quoi t'as buzzé là pour... Alors, je buzz sur une vidéo à un moment donné où je donne des conseils pour ne pas s'appauvrir. Donc vraiment format réel avec étape 1, étape 2, enfin voilà, c'est une vidéo comme ça qui buzz. Mais la vérité aussi, c'est que je découvre un nouveau monde. Je découvre le monde de la finance sur toute cette période-là. Au-delà de me mettre en avant d'un point de vue marketing, etc., quand j'entre dans la gestion de patrimoine, je découvre un monde. Et au final, au plus j'en connais sur ce monde et au plus j'ai envie d'en savoir. Donc je deviens vraiment très bon dans mon domaine. Je suis rentré dans ce métier, je ne savais que vendre des produits d'assurance. Petit à petit, je connaissais tous les produits d'assurance, tous les produits d'épargne, tous les produits d'investissement, la crypto, etc. Vraiment, je me forme de façon autodidacte parce qu'en vrai, sur Internet, sur YouTube, tu as une source d'information illimitée. Et quand tu sais où chercher, quand tu sais quoi chercher et que petit à petit, voilà, tu construis le puzzle, sorry, euh, euh, tout devenait de plus en plus clair pour moi et il était évident qu'il y avait un vrai manque d'éducation financière dans ma communauté. Et je parle pas d'une communauté ethnique, mais je parle de la communauté sur les réseaux sociaux. Hmm. Et au-delà de la communauté, même dans toutes les personnes que je connais et que je fréquente au quotidien, en fait, toutes les connaissances que j'ai là, la plupart des personnes autour de moi ne les ont pas. Hmm. Et donc, je me rends compte qu'il y a un problème. Et c'est ce qui m'a permis d'être de plus en plus pertinent sur les réseaux sociaux. C'est que quand tu parles d'éducation financière, que tu sais techniquement comment te mettre en avant d'un point de vue marketing, mais qu'en plus ce que tu dis est pertinent, bah, à un moment donné, tu as le combo pour que ça fonctionne. Ah, Et et c'est beau ce que tu dis là, parce que... tu repères un besoin en fait, un réel besoin. C'est ça en fait le truc. Et là, tu as ouvert enfin, le champ des possibles, là, tu t'es dit, je peux être quelqu'un là, dans ce domaine-là avec, justement, combler ce besoin, quoi. Je peux être quelqu'un, je peux aider énormément de personnes, je peux faire énormément d'argent. Let's go. Let's go. Parce que c'était un boulevard en fait. Et là, pour revenir justement à ton Personne ne faisait ce que alignement, je faisais. à ce moment-là, tu te dis, je suis de nouveau aligné. Ouais. Ouais. Je me dis que je suis de nouveau aligné, je vois de nouveaux chemins et des chemins. En fait, au-delà du fait que je suis de nouveau aligné, c'est ok, je comprends pourquoi j'en suis là où j'en suis aujourd'hui. Parce que quand tu fais face à tes échecs sur le coup, tu comprends pas pourquoi tu échoues. Hmm. Tu dis, j'ai fait tout ça pour rien. J'ai fait tout mon BTS pour rien. J'ai fait la comédie 2 ans pour rien. J'ai fait, tu vois, ce pour rien. Ben, quand ce genre de truc ça t'arrive, effectivement, tu commences à te dire, ok, c'était pas pour rien. Parce que mon BTS m'a permis d'avoir des acquis dans la gestion de patrimoine. La comédie m'a permis d'avoir des acquis pour être influenceur sur les réseaux sociaux. Voilà, tu vois, c'est tout ça en fait qui fait qu'à un moment donné, ouais, tu comprends qui tu es, tu comprends ton parcours et tu comprends ce que tu as la possibilité d'apporter au monde. Je suis bouche bée là, parce que c'est vrai que je te vois face à moi là, et c'est vrai que ça vibre. Ça vibre, et là, tu vois, je pense que ça s'entendra aussi, hein, pour toutes les personnes qui nous écoutent. Euh, En plus, là, à ce moment-là, tu es dans une période où, justement, tu avais besoin de renouer, entre guillemets, avec l'argent, etc. Hein. Hmm. Même si je pense que il y avait ce plafond de verre aussi, financièrement parlant, que tu as eu pendant longtemps. Et là, découvrir que, voilà, les réseaux sociaux, tu m'as parlé de TikTok aussi, parce qu'il faut savoir que Instagram et TikTok, tu as eu des vidéos qui ont buzzé. Là, du coup, tu as ce projet avec madame d'avoir un enfant. Et là, qu'est-ce qui te traverse l'esprit? Parce que je sais pas, après, dis-nous un petit peu comment ça se passait. Si vous aviez eu le besoin d'être parent avant, mais que c'était pas possible, que peut-être financièrement, tu pouvais peut-être pas assumer à une période, donc ça ne servait à rien de, entre guillemets, euh, devenir père, et dans une période comme celle-ci où tu devrais faire des jobs alimentaires, et c'est pas le but. Comment s'est passée cette période-là? Parce que bon, les réseaux sociaux, là, les gens vont te découvrir. Bon, on n'a pas besoin de tourner plus Non, oui, longtemps que ça les autour. gens vont me découvrir. Je démarre aussi l'aventure des funérailles des tabous qui m'a permis d'exploser 4 fois plus. Là où tu es chroniqueur. Là où je suis chroniqueur encore aujourd'hui.
Euh, donc oui, sans parler de tout ça, dans ma vie, en fait, je me rends compte que voilà, j'aime cette vie quand même d'indépendant, parce que personne ne t'oblige à rien quand tu peux gagner ta vie seul, et ça, pour moi, ça n'a pas de prix. Euh, Certes, mes revenus ne sont pas stables comme un salarié, et clairement, je me dis, bon, on attend toujours une stabilité pour construire sa vie de famille, mais moi, si j'attends ma stabilité, je vais attendre encore 10 ans, tu vois, en vrai. Hmm. Donc vraiment, j'ai une conversation avec madame, je lui dis, mais si on attend d'être prêt avant de faire un enfant, là, on va vraiment faire un enfant dans très très longtemps. Et en vrai, notre enfant, il demande quoi, lui? Il demande à pouvoir manger, il demande à avoir des parents qui l'aiment. Toi et moi, en tant qu'hommes et femmes dans nos vies et dans ce qu'on vit dans notre relation, on se sent prêt. Let's go! On trouvera les solutions derrière, tu vois. T'as tellement de personnes qui gagnent beaucoup moins et qui arrivent à avoir un enfant, deux enfants, trois enfants, quatre enfants. Pourquoi on n'y arriverait pas? Faisons-nous confiance et on se lance, on y va. Et L'envie était là. c'est vrai qu'on a tendance à vouloir le bon timing. Et le timing, je trouve que pour avoir des enfants, il n'existe pas. Je suis d'accord. Parce que tu trouveras toujours des solutions pour ne pas justement être à la rue, etc. Alors bien évidemment, il y a des Extrême. cas où ça arrive. Mais tu trouves les ressources, notamment dans l'entrepreneuriat, hein, parce que tu te lances dans l'entrepreneuriat parce que tu as une flamme en toi qui te dit je peux assumer un projet sans salaire tous les mois, tout seul ou à plusieurs. Et après, bien évidemment, trouver le domaine. Mais là, voilà, cette période-là, tu as tout qui fonctionne. Les réseaux sociaux, dans ton couple, madame est enceinte, tu gagnes de l'argent dans la gestion de patrimoine. En parallèle, tu commences inconsciemment à être coach en finance, parce que finalement, tu conseilles pas mal de monde sur les réseaux sociaux. Mm. Dans quel mood tu es à ce moment-là quand tu regardes derrière toi, quoi. Bah là, en fait, sur cette période-là, j'ai même pas eu le temps de réfléchir. Hmm. Tu as tout un tas d'opportunités qui entrent et tout ce que tu essayes de faire, c'est de pouvoir assumer tout ça. Sachant que tu as ta femme qui est enceinte au même moment. Et vraiment, ça défilait, tu vois. T'imagines création de contenu, gérer tes clients, signer du contrat, les funérailles des tabous, les chroniques, l'aspect ethnique qui rentrait un peu dans ma façon de communiquer, si je puis dire, parce que c'est vraiment quelque chose qui m'est tombé dessus par hasard. D'ailleurs, on était ensemble le jour où cette aventure a commencé pour moi des funérailles des tabous. C'était au salon Business Africa, Ah oui. la première session. Je croise un pote à moi qui me parle d'une émission qu'il aimerait bien développer avec Régis, Ludovic Armand et moi. Chacun des spécialistes dans nos domaines, on fait une émission et on représente une certaine excellence, tu vois. Hmm. Et quand me parle de ce projet, bah, tu vois, ça fait partie des opportunités qui viennent à toi. Et c'était rien. C'était même pas un bout de chiffon, ce projet, au départ. Et on a dû se voir à nombreuses reprises pour pouvoir le monter. Donc, je suis particulièrement fier de cette aventure des funérailles des tabous qui, au résultat, s'est très bien lancé, puisqu'on l'a démarré en début 2022. Donc, aujourd'hui, ça fait à peu près un an et demi qu'on a lancé cette émission. On comptabilise plus de 2 millions, 2 millions 5 de vues avec une C'est communauté énorme. de plus de 30 000 personnes sur YouTube. Au quotidien, j'ai des personnes qui me remercient dans la rue pour ce qu'on fait, parce qu'en quelque part, on leur a redonné, je pense, enfin, on a regonflé l'ego de pas mal de personnes dans la communauté, tu vois. C'est voir des personnes afro bien s'exprimer, bien habillées, représenter une excellence autre que le foot ou le rap. J'aime le foot, j'aime le rap, hein, mais à un moment donné, se représenter que de cette façon-là, forcément, ça limite au niveau de la projection. Voir maintenant des avocats, des conseillers en gestion de patrimoine, des écrivains afro, ça a vraiment redonné de la fierté à énormément de personnes dans la communauté et au quotidien jusqu'à aujourd'hui. J'ai des personnes qui me remercient pour ça, qui me croisent dans la rue et donc là, tu te rends compte que tu fais quelque chose, tu vois. Sach- Donc c'est vrai que tout ça qui s'aligne, Sachant qu'en plus, là, tu parlais de funérailles des tabous. Euh, donc, faut comprendre, hein, pour ceux qui nous écoutent, que funérailles des tabous, du coup, c'est des vidéos où vous vous réunissez sur des thématiques bien précises, mais qui concernent en général la communauté noire. c'est ça, complètement. Et ouais, on échange sur divers sujets, on essaye d'avoir des personnes spécialisées dans leur domaine. On a eu des invités quand même de renom, hein. Stomy Bugsy, Claudie Siard, Alpha 520, on a vraiment eu quand même de grands noms et des personnes excellentes dans leur domaine qui sont même pas si connues que ça aujourd'hui, mais voilà quoi, on a vraiment tout eu, une fois de plus, les étoiles qui s'alignent pour que ça fonctionne super bien.
Et ça a fait le buzz. Ça a fait le buzz. Et ça, ben, forcément, c'est bon aussi pour les affaires. Ça m'a permis de pouvoir me développer une nouvelle clientèle. Et même moi-même, de pouvoir aussi donner beaucoup plus de sens à ce que je fais. Hmm. C'est bien d'être conseiller en finance. Mais quand tu commences à être conseiller en finance dans la communauté, ça te donne d'autres perspectives, tu vois. Et la communauté, c'est toujours quelque chose qui a résonné en moi. Sauf qu'on parle d'une période en France où c'était un peu interdit, c'était tabou de parler de la communauté, c'était pas vraiment, tu vois, ça se faisait pas vraiment. Et nous, on a été vraiment pour moi, hein, on a été les premiers à dire haut et fort que c'en est fini de cette période-là et on va arrêter d'attendre d'être invité sur les plateaux des autres pour pouvoir exister. Existons par nous-mêmes, faisons les choses nous-mêmes. Et je suis très fier de ce qu'on a fait. Ouais, et c'est ce qui me plaît aussi dans l'idée, c'est que bah justement, vous parlez de sujets en étant directement concerné, chose qu'on peut regretter aussi dans la plupart des médias où chaque polémique, chaque sujet sur des personnes issues de la diversité hein, ne sont pas sur le plateau et du coup ça débat sans les personnes concernées, ce qui nous consterne. Hein. Excusez-moi du Absolument. jeu de mots hein, pour la syntaxe, Hmm. mais voilà, c'est intéressant de monter ce genre de projet et en plus quand derrière ça fonctionne et toi et qui est toujours en plein développement, je pense que ça peut que te faire grandir hein, avec en plus l'arrivée du coup entre-temps De l'enfant. du petit. C'est d'autant plus beau voilà, de véhiculer certaines valeurs aussi en étant proche de qui on est. Hein, parce que tu l'as pas dit, mais tu es d'origine martiniquaise. C'est ça. Et c'est bien aussi que tu te sentes proche de l'Afrique parce que, je te laisse finir. Hein. Parce que nous sommes tous africains. Ah oui. Nous sommes tous africains. Nos ancêtres aux Antilles viennent pour le plus grand nombre de l'Afrique. Et c'est important de pouvoir le rappeler. Je ne dis pas que tous les Antillais sont africains, mais je dis qu'une grosse partie des Antillais sont afro-caribéens. Mm. Et en tant qu'afro-caribéen, il est selon moi important de pouvoir se connecter aux racines. Voilà, je pense que les ancêtres ont toujours eu leur importance dans la communauté africaine et ce sont des choses qu'on a tendance à oublier lorsqu'on est aux Antilles. L'histoire a fait qu'on a oublié nos racines et à nous de faire le travail nécessaire pour pouvoir les récupérer, non pas pour changer. Moi, je suis très attaché à la communauté antillaise. Je suis martiniquais, fier de l'être. Et l'idée, c'est pas de dire du jour au lendemain que la Martinique n'existe plus et que nous sommes africains, mais c'est de comprendre que dans notre composante martiniquaise, nous sommes en grande partie africains. Il y a énormément de choses de notre culture qui vient d'Afrique et il est temps de le voir, il est temps d'en être fier. Et il est temps aussi de collaborer avec nos frères de l'autre côté de la planète, quoi. Enfin, de l'autre côté de l'océan, du moins. Mm. Et ce qui est beau dans ça, c'est que tu vois, en montant tous ces projets-là, euh, bah finalement, je l'ai déjà dit, hein, mais tu grandis au point où, et c'est là où j'ai envie de te poser une question que j'aurais peut-être dû te poser avant, en termes de soutien. Comment ça s'est passé sur toute cette période où, fin 2019, tu découvres l'entrepreneuriat à aujourd'hui? Parce que dans la table de l'insertion, moi j'ai aussi envie d'évoquer le moment où ça se passe pas bien, chose que tu as très bien faite. Mais du coup, comment réagissent les proches, proches de proches, le cercle, le fameux premier cercle, deuxième cercle, etc. Comment on te voit sur ces 4 dernières années? Parce que c'est bien quand ça brille, quand aujourd'hui bah, tu vis de ce que tu fais, tu es en train de monter des projets assez fous, et tu vas évoquer le dernier sur la fin de cet épisode. Mais comment ça se passe dans la famille? Quel est le soutien quand tu décides de te lancer dans la gestion de patrimoine? Parce que je pense en plus que c'est un sujet, voilà, tu souris depuis tout à l'heure, je pense que c'est un sujet, voilà, tu as envie de l'évoquer. Quoi. Oui, parce qu'une fois de plus, j'arrive un peu à surprendre la plupart des personnes qui sont autour de moi. Je pense que toi, le premier, tu as été surpris sur cette période-là. La vérité, c'est que oui, j'ai foncé dans la première opportunité que j'ai eue parce que j'avais pas d'autre solution et que je savais pas quoi faire. C'était soit ça, soit je me retrouvais à vendre des chaussures. Il en était hors de question. Et, oui, heureusement que j'ai toujours eu le soutien quand même de ma femme, euh, qui, elle, n'a jamais douté de moi. Et ça n'a pas été facile pour elle. Donc vraiment, pour moi, ça a été
enfin, ma plus grosse réussite, c'est quand même cet accompagnement au quotidien que j'ai avec madame. Mais c'est vrai qu'il y a énormément de mes proches qui ne m'ont pas reconnu. Parce que du jour au lendemain, je me mets à parler d'argent alors qu'avant, j'avais jamais d'argent et que j'étais une poche percée. Je me mets à faire le donneur de leçons sur les réseaux sociaux. Et c'est vrai que j'étais tellement à fond qu'à un moment donné, tu sais, quand tu te retrouves tous les jours au téléphone à parler d'argent avec des personnes, ça ne quitte plus ton esprit et t'en parles tout le temps. Tu vois, tu as une période comme ça où quand tu es à fond dans une prise d'information, tu es en mode repeat en fait. Et je pense qu'il y a eu énormément de personnes qui en ont eu marre de moi à cette période-là euh, et qui ne m'ont pas forcément reconnu, qui ont eu peur de me perdre. Heureusement, ma femme, elle a toujours fait confiance au process. T'as Voilà, déjà... et il y a des fois où elle m'a senti partir en sucette et elle a toujours été là pour me le dire aussi. Et je lui fais assez confiance pour toujours avoir prêté une attention à ce que ma femme me dit. Donc voilà, ça m'a permis de me recadrer avec le temps. Tout le monde m'a vu du jour au lendemain. Enfin, personne n'a compris la trajectoire, clairement. Et lorsque les gens ont commencé à se faire et à s'adapter au fait que je sois conseiller en gestion de patrimoine, je rentre dans un délire ethnique où clairement, sur les premiers épisodes des funérailles des tabous, t'as certaines personnes qui s'imaginent que j'ai viré extrémiste, tu vois. Hmm. Donc, Oui, parce que tout de suite, on pense à des personnalités c'est ça, et puis on va pas connues se pour être mentir, très trash. en tant que Renoir, ça n'existait pas en France. Hmm. À part Kémy Seba, ça n'existait pas. Ce que l'on a fait réellement au niveau où on l'a fait, ça a été brutal pour beaucoup de personnes. Pour les personnes qui sont pas afro, parce que du jour au lendemain, tu as des Renois qui disent on n'a pas besoin de vous, on compte que sur nous et on fait ça pour nous. Donc ça dérange beaucoup de personnes. Et aussi pour les Renois qui ont forcément un jugement pour moi, parce que je parlais pas énormément de la communauté avant, sauf dans mon entourage proche. Toi et moi, par exemple, on a souvent eu des conversations autour de tout ça. Hmm. Mais par rapport au monde extérieur, jamais. Il faut oser, hein, parce que c'est des sujets où tu dis que les personnes d'origine africaine et les Africains eux-mêmes bah, doivent du coup avancer par eux-mêmes et pas compter justement sur tel ou tel pays ou tel C'est de soutien l'autodétermination. d'un pays en particulier. Mm. Allez voir Funérailles des tabous, vous allez voir que voilà, ils ont leur propre façon de penser et qui n'est pas celle de Kemi Seba, ou en tout cas beaucoup moins trash et toujours, et c'est ça qui me plaît aussi dans cette émission-là que vous avez montée, c'est que c'est toujours constructif. On essaye. C'est ça. On Alors essaye oui, d'apporter un peu de matière grise. c'est ça. Et franchement, là-dessus, voilà, je vous conseille d'aller voir. Euh, pour revenir au soutien, Madame, elle a dû croire en ton process, hein, parce que là, sur toutes ces années, tu l'as connue en 2016-2017. Mon Dieu, là, ce que tu m'as décrit, jusqu'au Covid déjà, on peut le dire entre toi et moi, hein, il n'y avait pas un rond qui rentrait vraiment. Donc pendant 3 ans, vous n'étiez pas installé forcément. De tête, tu t'es installé courant 2019. Avec le Covid, l'e-commerce, le début, gestion de patrimoine très poussif, etc. Depuis que vous êtes installé, il y a encore 2 ans où tu rames énormément et c'est compliqué de finir les mois voilà, avec du cash. Sur ces 3 premiers mois, ça a été la période la plus compliquée. Parce que tant que tu n'as pas rentré d'argent, personne peut croire en ce que tu fais, tu vois. Et elle a cru à ton projet. Elle a cru en moi. Mais c'est vrai que là, si je reviens là-dessus, c'est parce que je veux dire à tous ceux qui nous écoutent, aux auditeurs, que, en tout cas, nous, dans notre position, on va parler en tant qu'homme, hein, euh, c'est tellement rare la patience. Parce que madame, elle n'entreprend pas. Du moins pour Non, l'instant. non, non, elle Donc elle t'a entreprenait toujours pas. vu, forcément, quand quelqu'un entreprend et toi, t'es salarié à côté, faut se mettre à la place de l'autre. Et ça, c'est super compliqué. Et le fait qu'elle ait cru en toi Elle a cru en depuis le moi début. et elle a cru. Il n'y a pas eu que ça, c'était que j'avais fixé une deadline aussi, hein. Hmm. J'avais dit, parce que j'ai commencé sur la rentrée de septembre, j'ai dit si d'ici janvier ça n'a rien donné, je fais autre chose. Et j'ai signé début décembre, tu vois. Waouh. Juste avant la période de mon anniversaire, quoi. Ouais. C'était un beau cadeau pour moi. Merci Loïc. C'était un beau cadeau et ça a été le truc où. Parce que j'ai pas signé un petit contrat, j'ai vraiment signé le plus gros contrat limite de De la boîte l'agence, de ouais. l'année, tu vois. Et là, vraiment, quand tu as beaucoup d'oseilles qui tombent d'un coup, tu te dis bon,
Déjà, les 3 mois étaient rattrapés. Donc elle commence à y croire Bah oui, ça change tout. à 101%. Ça change tout. C'est compliqué, hein. C'est compliqué de... Surtout dans un couple, tu vois. Et là, bon, je fais cette petite aparté sur le soutien dans un couple, hein, parce que, comme vous le savez, sur la table de l'insertion, le but, c'est aussi d'évoquer voilà, la vie personnelle, hein, parce que tous nos projets, etc., on arrive à s'insérer au mieux grâce aussi à un couple soudé. Euh, ou pas. Mais en tout cas, dans ton cas, franchement, on peut remercier madame, hein, parce que sans elle, je pense que tu ne serais pas là. Hein. Je pense que tu nous le confirmeras juste Je après. serais autre part, mais aujourd'hui, je suis la personne que je suis grâce notamment à madame, c'est clair. Elle fait Ah ouais. partie de l'équation. Hein. C'est fort parce que ton parcours là, il est détonnant, il est risqué, il est long, il est lent aussi. Et surtout, il n'y a pas de cash, quoi, tu vois. Donc, franchement, c'est bien que tu réévoques tout ça parce que même moi qui connaissais un peu ton histoire, voilà, il y a plein de points que je ne connaissais pas et c'est aussi pour ça qu'on se voit là sur ce premier épisode. Euh, et du coup, là arrive grâce à ce soutien, arrive le moment où toi, tu dois la soutenir, mais pour autre chose, pour quelque chose de... Enfin, un moment particulier dans une vie, à savoir la naissance de ton fils. Ouais. Et là, qu'est-ce qui se passe? Bah, on devient un père en vrai, c'est vrai, sur la période où elle est enceinte, mais on le sent pas réellement tant que le bébé n'est pas là. Et franchement, pour moi, c'est que du bonheur hein, depuis qu'il est né, ce petit, tu vois. En plus, on a eu la chance, accouchement pas très compliqué, enfant facile, qui a fait ses nuits très rapidement, on va dire au bout de 3 4 mois. Hmm. Euh, donc que du bonheur, franchement. Que du bonheur de pouvoir vivre ta vie de parent en même temps, voilà, au niveau des affaires, les choses se passent relativement bien. J'ai changé de direction, certes, mais je me suis toujours assuré que l'argent rentre. Et j'ai toujours eu le soutien de madame aussi, qui elle, quand même, a un poste de cadre et ça nous a bien aidé au niveau de la stabilité. Hmm. Donc, avoir la chance de vivre comme ça, surtout qu'en tant qu'entrepreneur, je peux gérer mon temps. Donc, là, mon fils, il a 1 an et on n'a pas eu de système de garde. Tu vois, on s'est organisé pour pouvoir garder nous-mêmes l'enfant. Et c'est fort parce que d'un côté, un entrepreneur qui doit carburer, Hmm. et à côté, tu as madame qui s'organise autour du télétravail, etc. Sachant que télétravail, tout le monde l'a constaté pendant le Covid, c'est pas forcément un cadeau, notamment Hmm. quand on a des enfants, donc ça vous concernait pas à ce moment-là. Mais voilà, faire du télétravail avec un petit, même s'il est calme, faut quand même s'en occuper et c'est pas simple. Mais voilà, je voulais évoquer avec toi un dernier point qui était tes nouveaux projets. Parce que j'ai envie qu'on se quitte quand même avec quelque chose à se mettre sous la dent pour pouvoir te suivre là sur Alors, les jours qui viennent, les semaines, les mois à venir sur les réseaux. Alors, comme vous l'avez compris, hein, la gestion de patrimoine, on ne va pas dire que c'est quelque chose que j'ai mis de côté, puisque je suis toujours conseiller en gestion de patrimoine. Hmm. Donc, j'accompagne les personnes sur des produits d'épargne, des produits financiers, mais également sur de l'immobilier. Mais c'est vrai que je me concentre surtout maintenant sur l'aspect infopreneur. Donc, j'ai développé ma formation en ligne où j'éduque et j'accompagne les personnes à pouvoir déjà s'initier à ce monde de l'investissement qui est très mal compris de énormément de personnes et surtout dans la communauté puisque je m'attaque essentiellement aux membres de la communauté afro. Euh, donc voilà, j'éduque, j'initie, j'accompagne les personnes qui veulent investir. Et voilà, pour l'instant, je suis à fond dans cet accompagnement qui a très bien démarré. Ça fait plus de 3 mois qu'on l'a lancé. Et voilà, on peut dire les chiffres. Hein. On a fait 30 000 euros de chiffre d'affaires en 3 mois. Donc voilà, je suis assez fier puisque ça veut dire qu'on a quelque chose qui plaît, qui se vend, qui fonctionne. Et là, aujourd'hui, si tu veux vraiment savoir où j'en suis, ben, j'en suis à l'étape où j'essaye de trouver les différentes clés qui vont pouvoir me permettre de scaler. Puisque certes, le plus dur au début d'un business, c'est de pouvoir commencer à faire entrer de l'argent, hein, de passer de 0 à 1. Mais une fois que tu es à 1, tu ne veux pas rester à 1, il faut passer de 1 à 100. Donc il faut mettre des systèmes en place solides et il faut Automatisé. automatiser, voilà, de sorte à ce que ton produit puisse tourner tout seul, quoi. Donc Vous voilà êtes où j'en en suis et après d'autres étapes viendront, mais pour l'instant j'en suis là. faire 5 chiffres et là on est plutôt bien lancé. Avec Charles, hein, que tu avais C'est connu ça, 2 ans et demi auparavant de tête. c'est ça.
et qui a aussi des skills justement où vous pouvez vous compléter. C'est important de se compléter aussi de cette façon-là, hein, parce que toi, tu es très fort sur certains points, lui est très très carré sur d'autres. On est complémentaires, hein, Et clairement. là avec la fin, tu vois, de cet épisode-là, j'allais te dire, bon, j'ai l'habitude de faire avec chaque invité 2 questions pour clôturer l'épisode. Bon, t'es le premier, donc voilà, je vais pas le dire. Mais quel conseil tu donnerais à toutes les personnes qui nous écoutent, qu'ils soient salariés, entrepreneurs, au chômage, en insertion, en réinsertion? Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil là pour justement s'insérer au mieux? Trust the process. Fais confiance au process. La vie, c'est un parcours. C'est important de te fixer des objectifs, mais c'est pas ça qui est le plus important. Ce qui est le plus important, c'est le parcours. Il faut accepter qu'il y a des périodes où ça va vite, des périodes où ça va lentement. Tu as des périodes où tu as des choses qui peuvent te tomber dessus, c'était pas prévu. Et justement, le but, c'est de voir comment est-ce que tu gères les choses face aux imprévus. J'ai toujours tendance à dire que pour moi, la personne la plus forte, c'est celle qui sait gérer les imprévus et non pas celle qui prévoit tout. Parce que même quand tu prévois tout, au final, tu peux bloquer face à d'autres éléments que tu n'auras pas prévus. Donc, soyez intelligent, intelligence situationnelle, soyez patient, ayez confiance en vous, apprenez à surfer sur les choses. Voilà, ne pas avoir la tête dure parce que la vie n'est pas faite comme ça, la vie est plus forte que nous. Voilà, écouter les signes et avancer vers tes objectifs, savoir changer tes objectifs si à un moment donné ça ne correspond plus à qui tu es ou à ce que tu veux. Et voilà, trust the process. La vie est un process. C'est beau. C'est beau, c'est beau. En plus, je t'ai demandé quel conseil. Je parlais au singulier, mais tu as anticipé, voilà, et tu m'as donné ça au pluriel. Donc, merci pour ça. Dernière question, Loïc. Où est-ce que tu es dans 10 ans? À 41 ans. Ah oui, oui, oui. Là, je viens de voir un haussement de sourcil, justement, parce que quand on donne l'âge dans 10 ans, généralement, bon, 31, 41, ça fait toujours un peu flipper. Tu Qu'est-ce que sais, tu peux nous dire? on dit toujours qu'il faut jamais dire réellement ce que tu veux parce que tu as des personnes qui vont te porter l'œil. Et moi, ça me fait pas vraiment peur. J'ai une lecture sur ce qui se passe. Puis si j'y arrive, tant mieux. Si j'y arrive pas, tant pis. À titre personnel, aujourd'hui, je fais le plus gros de ce que je fais, je le fais pour la communauté afro, tu vois, pour la diaspora essentiellement, la diaspora africaine, donc toute personne afrodescendante qui vit en Europe, au Canada, en Occident. Et lorsque je vois ce qui se passe en ce moment en Afrique, les choses se passent réellement comme ce que j'ai vu depuis le début. Et donc, je me dis que potentiellement, si j'arrive à insérer un jour l'éducation financière en Afrique, si j'arrive à permettre à des personnes d'ici d'investir en Afrique, si j'arrive à des personnes, voilà, j'ai vraiment envie de pouvoir recréer une sorte de commerce triangulaire à l'inverse de ce qu'on avait vu pendant les 400 ans d'esclavage, tu vois. Mais voilà, la force que la France nous a prise, ben, la redonner au continent africain, la redonner aux Antilles, et que l'on puisse s'auto-développer, s'auto-déterminer. C'est compliqué pour moi de te dire où je vais être dans 10 ans, mais ça peut être quelque chose d'assez énorme. Ça peut être quelque chose d'assez énorme. Je pense que voilà, je serai probablement encore quelqu'un de visible euh, qui potentiellement financièrement aura énormément réussi. Donc énormément de personnes seront attentives à ce que je fais. Et le but, c'est de pouvoir être assez responsable pour toujours être à la hauteur et distribuer de la valeur, distribuer des solutions, créer de nouvelles choses. Aujourd'hui, je suis en train de mettre des process pour pouvoir me solidifier et m'installer. Et derrière, le but, c'est de pouvoir réellement créer de nouvelles choses pour avancer vers un monde meilleur. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, mais c'est assez complexe. Tu as répondu, tu n'es pas rentré dans le détail, mais tu as bien répondu parce que tu nous as donné ton principal objectif qui est de développer finalement le mindset, hein, d'une manière générale, de la diaspora africaine et des Africains en général. Parce que là, voilà, il y a quand même une notion, je dirais, où tout ton être, hein, a envie de se lancer là-dedans. Quand tu as compris qui tu étais et ce que tu avais la possibilité de faire, t'as plus aucun doute, tu vois. Alors bien évidemment, je suis pas exclusif. Si tu as une autre personne d'une autre communauté qui vient me voir, je l'oriente avec grand plaisir. Je l'aide avec grand plaisir. Mais je pense qu'il ne faut plus avoir honte de dire que l'on vise une certaine communauté ou certaines personnes. Tu vois, Oui, et c'est surtout que la communauté en question n'est pas forcément aidée. en plus.
C'est ça, c'est que on a rarement quelqu'un de concerné qui va vous vendre des projets d'investissement concrets euh, et du coup communiquer pour une communauté en particulier. Sachant que tu as toutes les communautés d'une manière générale qui te suivent, même si ta communication via les funérailles des tabous, forcément, bah, tu ramènes un peu de monde du coup provenant en tout cas de ce canal-là. Complètement. Euh, Merci à toi Loïc pour Merci ce à toi. premier épisode où tu as parlé de tout avec tes mots. Ça me fait plaisir parce que tu as évoqué pas mal de sujets, tu t'es confié aussi et surtout tu as évoqué les choses en français quoi. Et j'attendais pas moins de toi pour cet épisode-là, qui plus est le premier. Et j'espère te revoir très vite pour pouvoir avoir des nouvelles potentiellement sur ton podcast, hein, parce qu'on Un va finir rendez-vous avec dans ça. 10 ans, du coup. Bah, dans 10 ans, oui. J'ai hâte. En tout cas, merci à toi Loïc. Merci à tous ceux qui nous ont Merci à écoutés toi. jusqu'au bout. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager ce contenu-là, parce que comme vous le savez, hein, ça nous permet, nous, de nous apporter de la force, mais encore plus de permettre à d'autres, comme vous, de se développer d'un point de vue mindset, principalement, et on vous remercie pour ça. Allez, ciao ciao la famille.